Le 11 et 12 décembre 2021, une équipe d'une quinzaine d'aventuriers et d'associés de Time for the Planet, venus de partout en France, de Belgique, des Pays-Bas, s'est retrouvée en Belgique sur l'initiative d'Alban pour partir à la rencontre de fermes en agriculture de conservation des sols ou en transition agroécologique. L'objectif, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait concrétiser une agriculture respectueuse de l'environnement qui permettait de nourrir tout en luttant contre le dérèglement climatique. Donc cette vidéo reprend une partie des nombreux apprentissages de ce week-end pour le transmettre à d'autres, pour vous le transmettre à vous et vous partager le contenu de nos découvertes. Alors bon visionnage. Alors oui, c'est vrai, je reviens du Time AgroTour, c'était dur. Il faisait froid, je suis fatigué, c'était difficile. Les prochaines sessions, préparez-vous parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Salut les timers, c'est Alban, le guide qui vous a proposé ce Time AgroTour Belgique, ce premier Time AgroTour. Et je suis accompagné aujourd'hui d'un ami, la meilleure usine de séquestration du carbone qu'on ait jamais inventée, nous les hommes, c'est tout simplement un arbre. Donc je suis très content de vous avoir préparé, concocté ces visites de 5 fermes en transition agroécologique. Alors j'espère que ça se lit à l'endroit. Moi je le vois à l'envers. Froidefontaine, en fait, c'est un complexe qui accueille plusieurs volontaires, plusieurs agris qui veulent s'installer. Et le complexe est structuré, géré par quelques personnes qui font le lien avec toutes les parties prenantes du lieu. L'idée principale de ferme, c'était vraiment ça, c'était de dire, ok, on va, nous, avec nos compétences d'agronome, de juriste, d'économiste, on va aider les personnes à lancer une entreprise qui soit résiliente. Et puis l'idée, c'était également de mettre des activités en commun, la comptabilité, certains outils. On a du mal à atteindre les 10-15 producteurs ici à la ferme, et on en est aujourd'hui à 6. Donc il y a la cidrerie du Condro qu'on va voir tout à la fin. Ils sortent 30 000 bouteilles par an. Ensuite, on a un verger super top, bien rangé, bien planté en ligne droite, qui est tout récent, qui donne pas encore de pommes, puisque ce sont des pommes, et qui a prévu d'alimenter la cidrerie. Comme toutes les fermes en Belgique, apparemment, ils ont des problèmes de campagnols qui bouffent les racines. On a vu 4 ou 5 pommiers qui sont malheureusement à remplacer. Il y a Juliane qui produit des poulets à chair en poulet mobile. Qui contiennent jusqu'à 200 poules et qui peuvent bouger. C'est des sortes de grosses remorques à poules. Malheureusement, quand on y était, les poules étaient confinées parce que grippe aviaire, mais sinon, elles ont beaucoup d'espace. Il y a Renaud qui fait du maraîchage diversifié en gazap, donc il livre des paniers à peu près 60 familles. Il y a Benjamin qui fait les grandes cultures, pommes de terre, carottes, oignons, céréales. Il y a les Schumacher Sprouts qui sont un projet éducatif qui organise des formations sur le thème de l'agroécologie et de la transition écologique. Il y a Jonas qui vient de commencer, qui est en train de planter là justement ces semaines-ci, un système d'agroforesterie en extensif. Une forêt nourricière, mais lui il n'aime pas appeler ça comme ça. Mais où voilà, l'idée est d'imiter la bordure d'une forêt de la ferme. Enfin, on appelle ça le vieux verger. Il y a encore quelques très vieux arbres comme ce noyer ici qui s'est écroulé à un moment et qui continue à pousser. Il faut s'imaginer qu'avant que l'oncle reprenne cette ferme, c'était une ferme laitière conventionnelle et que ce carré d'arbres était à peu près le seul endroit où il y avait des arbres sur toute la ferme. Et aujourd'hui, ici, on a 3 habitats insolites qui nous permettent d'avoir une petite rentrée financière pour financer l'incubateur. Et donc l'incubateur de Froidefontaine, c'est en gros toutes les activités que nous on fait pour assister et permettre l'installation de nouvelles personnes à la ferme. Donc par exemple aujourd'hui on travaille beaucoup avec Catherine. Catherine a envie de lancer une activité de brebis laitières. Et donc on la voit à peu près toutes les 2 semaines et on travaille ensemble sur son plan financier, on réfléchit aux investissements dont elle a besoin. Et un truc intéressant que j'ai noté, ils sont en train de réinstaurer des haies entre les parcelles, de plus en plus. Il y en a certaines qui sont déjà bien actives et d'autres qui vont le devenir,
pour stimuler la vie sauvage. Donc il y a beaucoup de volontaires qui ne sont pas allés à l'étape du plan financier, et qui n'ont pas jaugé la rentabilité de leur affaire, le rapport investissement, surface, temps passé, besoin, enfin voilà, un petit budget prévis. Et du coup, ils nous disaient que il y a un filtre naturel, enfin un tri naturel qui se fait sur ce critère-là et qui écume pas mal de volontés de s'installer à Froidefontaine. Et je crois le type de structure que j'ai préféré dans le TAT, dans le Time Agro Tour, pour son côté clé en main pour les agris. C'est un petit peu le modèle de Time for the Planet, qui crée une structure, un chapeau, et derrière on fait ce qu'on veut, on vient, on a envie et on s'installe. À la ferme de la Sarthe ensuite, à Grèce-d'Oisseau, où il considère que l'agriculture et la culture du sol, c'est un tout, parce qu'il fait de la conservation du sol, donc il plaide la couverture végétale 100% de l'année, des rotations de culture, des associations de culture. Il est hyper calé en association de culture, j'étais bluffé. Il nous a sorti des noms de plantes que je ne connaissais pas. Je travaille avec encore mes parents, mes 2 frères et ma belle-sœur. Mon père a repris la ferme à 18 ans au décès de son père. Il a continué ses études de droit en même temps. Donc la petite histoire, c'est pour ça peut-être qu'on a gardé un esprit assez ouvert et qu'on n'est pas resté dans un cadre 100% agricole. Parce que mon père, au bout de 4-5 ans, s'ennuyait un peu. Il dit faut que je fasse autrement. Et puis il a commencé à développer un peu l'horticulture. On fait du gazon au rouleau aussi, sur une partie de la ferme. Et dans l'horticole, depuis 2014, on fait toutes des toitures végétales, donc pour des toits plats en ville, qu'il faut couvrir les sols et les toits. Et en fait, c'est grâce à ça ou à cause de ça qu'on avait moins de temps dans la ferme et que mon père a dû trouver des solutions. Et en fait, simplement, à la base, un printemps, il y a eu 2 printemps de suite où il doit travailler dans l'horticulture. Et quand on a un labour, en fait, si on attend trop longtemps, ça reste des gros blocs. Et en fait, vous ne savez plus les travailler, vous devez passer, repasser pour les casser. Et donc il dit, il faut que je fasse autrement. Et puis le 3e hiver, il n'a jamais su labourer tout l'hiver parce qu'il faisait trop mouillé. Et il s'est retrouvé au printemps, devoir semer ses betteraves, son lin, ses pois, sans rien faire. Il a pris un outil qui travaillait juste un peu en surface. Et puis il dit, je fais comme ça. Et puis ça a été aussi bien que le reste. Je me suis dit, pourquoi se fatiguer? Et puis petit à petit, il a vu qu'on tous les problèmes d'érosion, donc on a des zones à 10-15% de pente, donc quand l'eau se met à couler, ça peut couler. Et on avait des sols assez fragiles, donc des limons battants. Et si vous avez beaucoup de pluie, on a en fait le sol qui se referme complètement. Et en fait, quand vous avez une journée comme maintenant, en fait, vous avez des sols qui brillent et vous avez du mal à conduire sur la route, mais ça c'est des sols complètement refermés. Et en fait, vous n'avez plus assez d'oxygène qui rentre dans le sol, donc plus assez d'azote non plus. Et pour alimenter toute la vie du sol. Et là, l'eau, c'est comme un béton, en fait. Il pleut. Et donc après, s'il fait sec, en fait, il n'a plus tout l'hiver, mais l'eau n'est jamais rentrée dans le sol. Elle part à la rivière et à la mer. Et vous n'avez pas créé de réserve d'eau, en fait. Et ça, c'est quand on a perdu trop de matière organique en général dans les limons. Et donc petit à petit, il a vu tous ces avantages de non-labour. Il nous a dit avec la conservation des sols, c'est qu'il atteint plus de résilience que ses collègues de l'intensif, avec des événements comme la sécheresse ou les précipitations fortes, parce que du coup les sols sont résilients, sont adaptés pour gérer une perturbation. A l'inverse, il ne peut pas faire des variations de rendement vers le haut, donc faire une super année. Lui, il a une fourchette dans laquelle il est toujours à peu près dans cette fourchette-là de production, mais il descend pas très bas quand il y a un événement climatique majeur, mais il monte pas très haut non plus, là où ses collègues de l'intensif apparemment peuvent faire des années XXL de récolte. Expliquer que la conservation des sols, alors ça c'est assez marrant, c'est assez contre-intuitif en fait. La conservation des sols génère de la vie dans le sol, dont des campagnols forcément, mais des lombriques, des mycorhizes, des champignons, plein de choses, plein de vie, plein d'insectes. Et ce que ça génère, c'est une résilience par rapport à une perturbation, mais également chimique. C'est-à-dire qu'un sol qui vit, si on lui
balance un peu de chimie par accident ou volontairement, il va plus vite se restaurer à son état initial qu'un sol qui était pauvre. C'est top ça. Le problème à l'époque, c'est qu'en fait, on n'avait pas les machines adaptées. Et c'est un peu le gros frein. Donc, c'est pendant une quinzaine d'années, on a fait avec ce qui existait. Mais c'était jamais l'idéal, donc ce qui rendait la chose compliquée aussi. Et donc, petit à petit, il a commencé à faire des machines avec un constructeur local. J'ai appris avec la ferme de la Sarthe ce que c'est que le roulage. Alors le roulage, ça correspond au passage d'un rouleau sur les cultures pour casser les tiges. Et ça permet de rabattre les matières végétales sur le sol pour que toute la vie du sol puisse profiter de la partie aérienne de la plante et ramener le carbone là où il doit appartenir, à la terre. Au tout début de son intervention, il nous a mentionné qu'il utilisait du glyphosate. Et moi j'ai failli partir en courant, parce que je pensais que le glyphosate c'était le mal, et qu'il fallait pas utiliser ça. En fait, il est plutôt logique, et il est plutôt rationnel dans cette approche, c'est-à-dire qu'il utilise un peu de glyphosate, qu'il essaie de limiter au maximum, et il voudrait passer à une autre solution, mais aujourd'hui il sait pas faire sans. Et on voit que sur d'autres aspects, il a pu faire autrement et il s'en est pas privé. Côté environnement, il nous a fait part de quelque chose qui était intéressant quand il est arrivé, enfin quand ils se sont mis en place, c'est l'existence de haies à l'état initial dans les terrains. Ce qui permet de ne pas avoir à en planter. Donc on a fait l'écho de ce qu'on nous a dit à la première ferme, où là ils étaient en train de planter des haies. Là il y a besoin de ces haies, mais elles sont déjà là. Ah ouais, je retiens un truc hyper intéressant de ce qu'il a dit. En travaillant 30 ans et en faisant un test par an, bah ça fait 30 tests. C'est pas beaucoup 30. Si on pense à toutes les variétés disponibles, plus les conditions climatiques qui changent d'année en année, plus tout l'environnement en fait, hein, pas que le climat qui change. Donc 30 essais, c'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas attendre une évolution des pratiques qui soit hyper rapide. Terme numéro 3. Waterloo. Alors Waterloo, c'est ma ferme préférée. J'ai kiffé Waterloo. J'ai kiffé Tom Paris. Tom Paris, c'est un agri super formé. Enfin, il a fait une thèse en agriculture et en agronomie. Justement, ici c'est ma 7e année de maraîchage. C'est mon 3e projet où à chaque fois j'ai eu un rôle de décideur, pour pas dire chef, j'aime pas trop ce mot. Et du coup, ici j'ai quand même pu rebondir sur toutes les erreurs de jeunesse, même si je m'inclus encore dans la jeunesse. Et puis j'ai vraiment pu ficeler mon petit bout de paradis ici. Donc on est arrivé à la ramasse, enfin il faisait quasiment nuit quand on est arrivé. On était donc à Waterloo, il faisait froid comme sur les autres fermes, mais le gars super souriant, très bienveillant, très accueillant et tout de suite à l'aise. Donc il faut savoir qu'ici on n'est pas chez moi, malheureusement, pas encore. On est chez Perma Project. On vise une ceinture alimentaire autour de Bruxelles. C'est une assoce où en fait c'est Olivier qui est à la base de tout ça avec sa femme Anne-Sophie, qui se sont rendus compte depuis le film Al Gore, suivi des films Demain, Après-demain et j'en passe, qui se sont dit mais en fait il y a un truc qui va pas, on nous vend une solution sociétale avec la transition agroécologique et pourtant quand on se penche de plus près sur les acteurs, les porteurs de projets, il n'y en a pas beaucoup qui sont en bonne santé. Et donc ces personnes-là ont identifié, sont amusées, pour la plupart des économistes, se sont amusés à identifier les freins et essayer de mettre en place des associations pour lever les freins aux installations. Alors parmi ces freins, il y avait surtout le fait d'être tout seul. Donc là je suis un mauvais exemple parce que c'était pas l'idée, mais je me suis quand même retrouvé tout seul 2 années. La première année, donc je suis arrivé en renfort dans le projet. Il y a un mec qui s'est barré parce que voilà, il n'avait pas le profil agricole. Et la fille, elle était vraiment balèze comme maraîchère, mais elle est tombée enceinte et elle a décidé d'aller vivre au plus près de son amoureux et donc c'était plus faisable de travailler ici. Donc là j'ai fini l'année tout seul en débarquant dans le projet, donc là c'était un petit peu délicat
où j'y allais un peu à tâtons. Moi je suis vraiment du style à vouloir dormir plus proche de mes légumes. Et donc moi j'ai commencé ici, j'ai dormi 6 mois en tente sur la prairie d'en haut. Et puis après direct je me suis connecté au lieu et j'avoue qu'il y a un espèce de calme. Ce qui est intéressant, c'est sa façon de décrire la ferme comme un ensemble de systèmes qui interagissent entre eux, qui sont tous liés, et avec une dimension presque métaphysique à l'agronomie et à l'agriculture sur place. Donc en fait ici on est dans une ferme où il y a les représentants les moins nombreux sont les humains. Passant, les 3 chiens adorent chasser les campagnols sous les bâches que Tom met en place, parce que lui aussi a des campagnols. Toutes les cultures, c'est sans pétrole. Donc juste à la grelinette, si vous avez déjà entendu, c'est l'espèce d'énorme, je vais vite la sortir parce que si j'utilise un seul style, c'est celui-là. Donc celle-là elle fait 80 de large. Et en fait ça c'est pas trop considéré comme un travail de sol. Moi je dis quand même que je travaille le sol. En tout cas j'apporte de l'oxygène aux vers de terre, ça c'est vraiment mon but. Et je les nourris aussi les vers de terre et je les protège quand il fait trop froid ou trop chaud. Et c'est à peu près le seul tracas que j'ai, le reste c'est surtout de la surveillance, du soin aux plantes comme si c'était mes petits-enfants. Quand même faire parler mon passé agronomique pour détecter à l'avance les carences, les maladies, etc. C'est aussi mon petit laboratoire, je fais beaucoup d'expériences. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ennuyaient au début de ce métier. Et dès qu'un truc m'ennuie, je planche dessus et j'essaie de le transformer en truc le plus chouette. Style les carottes. Voilà, les carottes, semis de carottes, ça m'a toujours fait stresser. Et donc là, maintenant, on sème les carottes, on les lance en l'air, les graines. C'est super marrant et ça marche super bien. Mais il a fallu un peu de temps pour ficeler la recette. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de renverser à chaque fois les choses. Après la partie technique agricole, c'est maintenant la partie où on va essayer de se reconnecter au vivant et d'aller voir un petit peu plus loin que les simples pratiques agricoles. Alors c'est parti. Décrit cet endroit comme un tout, ça me fait vraiment penser à la description théorique d'une ferme permacole. Quand on parle de permaculture, on a une vision de systèmes qui interagissent entre eux, qui répondent à leurs besoins et qui ont une économie circulaire de leurs produits et de leurs intrants. Et en fait, sa ferme, c'est exactement ça. Mais il le dit, hein, il se sent bien dans cet endroit, il y a un esprit, il y a une énergie. Alors, on peut rentrer dans de la philosophie ou de la religion, mais peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, c'est habité, c'est un lieu qui vit au-delà des gens et des organismes qui vivent. C'est un tout avec les arbres qui sont au fond du terrain, avec les légumes qu'il a sur place, avec ses animaux, enfin avec tout. Et cet esprit, en fait, il le suit. Il arrive à le transmettre à chaque fois. Pour la petite histoire, la haie, elle illustre la limite du champ de bataille de Waterloo. Les grands chênes ont vu passer les tempêtes, les maladies, les événements sur ces terres-là, et leurs racines, leur corps, leur chimie, a cette mémoire. Et via les connexions souterraines entre les racines du chêne et ce dont on parlait avec lui, des mycorhizes et des autres végétaux, cette histoire, elle se transmet à tout le terrain et à tout ce qui pousse sur cette terre-là. C'est-à-dire que s'il plante son fruitier, là, il a planté des pêchers, des figuiers, ces plants de laitue qui poussent sous la serre, ou ces choux, ces courges, tout ça, quand ça va prendre racine, ça va se connecter à la mémoire des racines du chêne, ça va se connecter aux racines du chêne et donc à sa mémoire, à leur mémoire. C'est une grande haie de chêne notamment, et cette mémoire leur infusera l'histoire du lieu. C'est ouf quand même, c'est dingue. Bref. Alors ce gars a une deuxième spécialité, c'est qu'il utilise du thé de verre oxygéné. Donc le thé de verre, c'est le produit, c'est un produit du compost, du lombricompost.
Et lui, il utilise une machine qui nous a un petit peu montré, décrite, et qui permet d'oxygéner ce produit-là et de le diluer et de le vaporiser, si j'ai bien compris, sur les plantes. Et c'est magique, c'est sa potion magique. C'est un peu Merlin l'Enchanteur, Tom Paris. Et pour la petite astuce, en automne, associez les laitues, les fraises et les oignons. Petite interlude, le soir du premier jour de visite, nous sommes allés au restaurant, un super restaurant proposé par Alban, notre gentil organisateur, qui était axé sur les produits végétariens, le végétal étant mis à l'honneur, et c'était super bon. Terre du soie vivant. Ferme 4. Alors c'est une association de 4 personnes, la Terre du Soie Vivant, qui nous a accueillis sur une terre, devant un champ, devant un terrain qui est pas encore exploité. Une des 4 personnes, Ignace, est en train de faire les démarches auprès de sa famille pour récupérer la propriété du terrain, parce que pour lui c'est important, et je le comprends, d'acquérir la propriété du terrain avant de démarrer une culture. Il parle, on va y venir, mais il parle d'installation, il parle de mise en place de choses qui sont un peu lourdes à opérer. Donc il n'a pas envie que ces efforts-là, pendant 1, 2, 3 ans, soient ruinés parce qu'en fait il n'est pas propriétaire, et du coup il est en train de faire la démarche pour récupérer le terrain. C'est marrant parce que les 4 ont leur point fort. Ignace, c'est l'organisateur. Gilles, c'est le technicien. C'est un gars qui fait beaucoup de maraîchage. Il bosse dans des entreprises de maraîchage. Il est spécialisé dans les solanacées. Alors les solanacées, c'est la famille des tomates et des pommes de terre. Et des aubergines, des courgettes, tout ça. Et c'est marrant parce que du coup, je pensais pas qu'on pouvait se spécialiser dans une famille. Il y en a plein d'autres des familles, et lui, en fait, son délire, c'est les solanacées. Le deuxième luron technique, c'est Jean-François. Alors Jean-François, c'est le cheval de trait. Jean-François, c'est un gars assez jeune, et qui a vocation à faire un peu les tâches physiques, s'il y en a, et il y en aura. Et puis il a l'air aussi de bien être... il a l'air d'être bien calé sur le maraîchage aussi. Ensuite, il y a Anna. Anna, elle a 48 ans, elle est en reconversion, elle était jusqu'à récemment dans un boulot plus train-train, et elle vient de finir une formation de reconversion au maraîchage. D'ailleurs, dans le cadre de sa formation, elle a atterri à la ferme de Tom Paris qu'on avait visité. Et donc voilà, elle a été licenciée, elle a fait cette formation, et elle a très envie de s'intégrer à un projet agri, et ce projet-là lui semble être le projet idéal. Donc elle est le troisième luron qui accompagne Ignace dans son aventure. La ferme, le projet, il vise 3 objectifs. Donc le premier, c'est un maraîchage en sol vivant. Le deuxième objectif, c'est l'aspect collectif. Donc, je l'ai dit, les 4 intervenants viennent d'horizons divers, variés, et pourtant veulent travailler ensemble. C'est vraiment un souhait de mettre en place cette dynamique collective qu'on peut retrouver à Time aussi dans l'intelligence collective. Et le troisième aspect important pour eux, c'est les salaires, c'est la valorisation financière de leur travail. Et c'est vraiment un élément de leur modèle, c'est-à-dire que leur business model, après, c'est d'aller chercher des entreprises et d'assurer, un peu comme une AMAP, un flux continu et sécurisé de quantité de légumes qui livrent sur une fréquence déterminée. Voilà, comme ça assure un marché. Et en plus d'assurer une quantité sur un temps donné, ils veulent valoriser leur travail en termes d'heures passées et d'efforts passés, et ne pas exiger de l'équipe un travail de 60 heures par semaine pour avoir un salaire à peine décent. Donc ils veulent vendre plus cher pour valoriser le temps de travail. C'est vraiment un élément important de leur business model. Ferme du Val Notre-Dame. Il y a d'un côté l'agronome que je suis devenu tout doucement avec le temps, et la famille Joly qui sont plus des gens de la finance, des gens qui ont des visions à long terme, etc.
L'ensemble fait quand même un bon couple parce qu'on on a quand même fortement évolué en 5 ans. Bien entendu, c'est de l'agriculture, donc c'est pas comme de l'informatique, on se plante dans l'informatique, on recommence à zéro et c'est reparti, quoi. Ici, si on se plante une année, il faut attendre l'année suivante pour recommencer l'expérience, et donc c'est un peu plus lent. Mais enfin, ça avance et évolue fort. Donc, quand je suis arrivé, pas de bâtiment ici, les stockages se faisaient à l'extérieur. Nous n'avions plus la main mise à partir du moment où vous fournissez quelque part dans une coopérative, dans une société quelconque, vous n'avez plus la main mise sur les cultures. Et en particulier quand c'est en bio, c'est embarrassant. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai suggéré, avec calcul à l'appui et argument à l'appui, à la famille Joly d'investir dans ce genre de bâtiment, de ce genre de conception, de genre de technique, quoi. Et donc, nous sommes capables, à pleine moisson, de faire le triage, parce qu'on a beaucoup de cultures associées, donc on associe directement, on sépare les deux, et on fait ce qu'il faut pour stocker dans des bonnes conditions, les meilleures conditions possibles. Je vais vous expliquer. Et depuis 2 ans, on s'est lancé dans la transformation bien plus profonde, puisque nous avons maintenant 2 boulangeries, enfin une boulangerie et 2 points de vente. Le but de la ferme, le but qu'on veut atteindre, c'est d'être capable de produire avec le minimum d'énergie fossile. 1 litre d'azote liquide, ça réclame l'équivalent en énergie d'1,5 litre de pétrole. Franchement parler, il faut arrêter ce truc. D'ailleurs, quand je dis ça aux autres agriculteurs, je me fais manger tout cru. Mais bon, c'est comme ça. Donc le but, que ce soit chez moi ou que ce soit ici d'ailleurs, et ensemble on y arrivera sans doute un jour, mais bon, pas encore tout de suite, c'est vraiment de ne plus avoir d'intrants ou le strict minimum, vraiment le strict minimum c'est par exemple du mazout dans ses tracteurs, ça n'a pas vraiment le choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, premièrement, la première chose c'est il faut donc garder notre sol suffisamment riche. Pour y arriver, ben, on a décidé d'incorporer dans notre assolement 2 années de culture de prairies temporaires, quoi. De façon à pouvoir vraiment couvrir convenablement le sol, même si les périodes de sécheresse, c'est les légumineuses qui ont plutôt tendance à reprendre. Quand il fait un peu humide comme ça ici, c'est plutôt les graminées. On fait ça pendant 2 ans. La luzerne, franchement, est un anti-chardon extraordinaire. Et donc, on élimine tous nos chardons. Si quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, il y avait du chardon à mort, parce que tout simplement, l'ancien chef de culture était un conventionnel pur et dur, utilisait en permanence le Rubin, cette machine à disque. C'est une meilleure solution que pour multiplier les chardons. On est en nos chambres, et on arrive avec du froment, et puis de l'épeautre avec de la lentille. Bon, cette année, il n'y a pas eu de lentille, parce que tout simplement, elle était tombée avant qu'on ne la batte, la moissonne. Donc, épeautre. Et puis après ça, ben, il faut relancer la mécanique, donc on essaie de trouver une solution avec S-Bay Frost, qui est une société de la région qui est une usine qui surgèle tous les produits, et donc ils sont de plus en plus demandeurs de petits pois et de haricots bio. Donc on essaie de trouver des solutions avec eux, et de mettre soit des petits pois, soit des haricots. Après ça, ben, on remet une culture gourmande en azote. Très honnêtement, après petit pois, c'est du colza. Le colza qu'on sème en association avec du lin. On met de la févrole avec, parce que je pense que là, c'est aussi une culture qui est intéressante. Le problème, c'est le semis. Les graines ne sont pas de la même dimension, donc on est à la recherche d'un semoir qui soit capable de semer à profondeur différente. Et également du trèfle blanc. Après la récolte de colza, eh bien, je vous assure que la terre devient toute verte de trèfle blanc. De temps en temps, un endroit où il n'y a pas trop de trèfle, ben, c'est le colza qui repousse, mais enfin, soit. Cette année-ci, nous avons fait 2 coupes de foin, alors que, bon, ben, il y avait beaucoup de foin, 2 coupes de foin après notre récolte de colza. Après la colza, on laboure. On utilise quand même relativement, sur les 7 ans de culture, ben, d'assolement, on utilise quand même, 3 années, on s'arrange pour ne pas labourer. Donc les 2 années de prairie, on sème l'herbe sans labourer, et le colza sans labourer, mais sinon on laboure. Là, on ne laboure pas, ça va, hein, donc on essaie de se limiter, quoi, hein, de parler pas au-delà de 20 cm, en tous les cas, 20 cm, ce n'est jamais que ça, quoi, hein. Après le colza, donc, on met de l'orge de brasserie. Et après l'orge de brasserie, bien souvent, c'est une culture qui ne demande absolument plus du tout d'énergie, soit de la petite épaule, en grain, soit de l'avant févrole, soit du triticale pois, culture de genre, et après on revient avec des prairies temporaires. L'ancien chef de culture utilisait 1 tonne d'engrais organique, vous imaginez, à 500 € la tonne. Du 12-2-0, eh bien, nous sommes passés à 200 kg pour l'instant, et l'année prochaine, probablement qu'on n'en mettra plus du tout.
Donc c'est la plus grande en taille qu'on ait visitée. C'est une installation qui est hyper mécanisée. Enfin, pas mécanisée, mais qui a beaucoup d'installations et beaucoup de bâtiments. On a vu un bâtiment notamment de stockage de graines qui est juste hallucinant en termes de structure, d'espace. On a vu le système de répartition dans les différents espaces de chaque graine. C'est un truc de malade. C'est mécanisé, c'est automatisé. Mais ça n'empêche pas d'avoir un retour vers les semences historiques, des semences anciennes, qui nous a montré, hein, et dont j'ai oublié le nom, mais qui sont des semences plus résistantes aux maladies, avec un meilleur rendement. Enfin voilà, il est en train de choisir les semences qu'il souhaite voir perdurer. Quand il a trop de fumier, enfin quand il a trop de foin, ce qui est le cas tous les ans, hein, enfin le gars il prend les graines et puis il rejette le foin, et ben du coup il le vend, il le troque à des agris qui en ont besoin pour nourrir leurs bêtes. En échange il prend du fumier, comme ça c'est gagnant-gagnant, il n'y a pas d'échange de monnaie, et ça marche bien. Moi j'aime bien ce fonctionnement-là. Après cette présentation, on s'est dirigé vers l'épicerie. On était quasiment sur le départ. Donc on est allé à l'épicerie. L'épicerie, elle est intéressante parce que c'est un lieu délocalisé. C'est pas exactement sur le lieu de la ferme, mais pas très loin. Et cette épicerie est liée à l'exploitation, revend les produits. Certains produits sont transformés, d'autres non. Mais la majorité ne le sont pas. Enfin, c'est beaucoup de légumes. Il y a aussi un petit peu de viande, de fromage et de produits transformés, des bières. Et, bon, c'est en Belgique. Je ne suis clairement ni ingénieur agronome de formation, ni ingénieur, ni agronome. Enfin voilà, je n'ai aucun lien en fait avec ce secteur. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le métier d'agriculteur et les enjeux qui pèsent sur ce métier. Donc par exemple, les enjeux qui vont être du terme de la météorologie, savoir anticiper sur la météo, sur le climat, savoir aussi comment fonctionnent les sols pour pouvoir bien gérer ses cultures, savoir comment fonctionnent les plantes entre elles, et aussi utiliser en fait l'écosystème ou la nature qui est autour de soi. Donc par exemple s'appuyer sur la chaîne alimentaire, donc les rapaces qui vont venir chasser les campagnols qui sont des prédateurs pour certaines cultures. Plus que l'agriculture est un levier vraiment nécessaire autant pour notre alimentation plus tard, ça semble assez évident, mais aussi pour la captation du carbone. Et je m'interroge sur en fait l'impact du dérèglement climatique sur l'agriculture et comment à la fois elle peut nous aider à mieux vivre pour le futur et aussi dès à présent déjà nous accompagner sur ce changement. Ce que je retiens de ce premier Time Agrotour, c'est que les pratiques agricoles beaucoup plus résilientes en termes d'impact sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité et sur la gestion des ressources sont techniquement plus difficiles à mettre en place mais économiquement réalisables. Je pense donc que l'accompagnement des agricultrices et des agriculteurs est essentiel pour une transition à large échelle et que les personnes qui accompagnent le secteur agricole doivent se baser sur les exemples, par exemple, qu'on a vu ce week-end, qui sont tout simplement exemplaires des plus inspirants. J'ai l'impression de pouvoir comprendre tous les impacts et les tenants aboutissants de cette agriculture et de la transition écologique des différents agriculteurs qu'on a pu rencontrer, qui à chacun étaient à différents niveaux aussi de transition, entre ceux qui en étaient juste au niveau de on va acheter une terre, on n'allait même pas encore à nous, mais là ça sera notre champ plus tard, et voilà comment est-ce qu'on veut construire notre maraîchage, et ceux qui au contraire sont des céréaliers depuis des dizaines d'années et qui sont en train de se dire on sent qu'il y a un changement et on sent que quand on revient à un sol beaucoup plus vivant et en tout cas avec moins d'intrants, ça fonctionne, et voire même mieux, ça fonctionne encore mieux et c'est plus efficace. Ça a été vraiment très enrichissant à tout point de vue de voir aussi ces acteurs qui essayent de se regrouper par exemple en coopérative pour pouvoir survivre et partager aussi leurs innovations, se conseiller, se soutenir entre eux, que ce soit économique ou aussi sur des pratiques de culture. Lorsque le Time Agrotour a été proposé, je me suis dit c'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir plus concrètement ce qu'est l'agriculture écologique, comprendre ce que pouvait être le stockage de carbone dans les sols, comprendre comment l'agriculture pouvait y contribuer, et puis concrètement comment aussi les agriculteurs se préparent à la transformation écologique. C'était un week-end
vraiment intéressant de pouvoir aussi partager donc avec des gens qui sont passionnés, qui sont ambitieux, parce qu'il faut le dire, ils vont parfois à contre-courant de la plupart de leurs voisins ou des pratiques qui sont actuellement déployées en agriculture conventionnelle notamment. Si le Time Agrotour était une couleur, le jaune, comme le tournesol. Donc ça a été un week-end qui était extrêmement instructif, très intense aussi. Campagnol. Campagnol. Dites, vous avez pas vu les campagnols? Si c'était un animal, pareil, évident, un campagnol. Les 5 exploitations nous ont parlé. Ça a l'air d'être un gros ravageur pour eux, donc clairement le campagnol. This is really something. I'm telling you one thing. Campagnol. Campagnol. Dis, t'aurais pas vu des campagnols? Les campagnols, petit être au pelage beige, tu n'as qu'à bien te tenir parce que j'ai mis un grillage qui ne te permettra pas d'accéder aux racines de ce beau petit arbre qui séquestre du carbone. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where they... Non mais c'était génial, j'étais super emballé. Alva nous a proposé des choses mais géniales, somptueuses, allez-y. J'espère que cette diversité de fermes, cette petite diversité, ce petit aperçu vous a permis de creuser un peu plus la question de la transition agroécologique et la nécessité de soutenir, d'aider et d'aller acheter aussi les produits issus de ces fermes en transition agroécologique et peut-être aussi planter, semer, voilà comme moi aujourd'hui je vais aller planter cet arbre qui va donner des fruits et ce pour les générations futures. Donc au plaisir de vous recroiser sur un autre Time Agrotour dans un autre pays et puis sinon on continue nos échanges pour faire en sorte de séquestrer le carbone dans les sols, entre autres, ou ailleurs, et combattre, lutter contre le changement climatique qui est en cours. À très bientôt. Salut, salut. Merci à Alban pour l'organisation sur place, la réservation des fermes et la réservation du restaurant également. Merci à Camille pour l'organisation logistique des Français expatriés pendant ce week-end-là. Et puis merci aux agris qui ont pris le temps de nous accueillir. Et je remercie toute l'équipe de Time for the Planet et toute l'équipe qui a permis d'organiser ce tour et tous les acteurs avec qui on a pu discuter. C'était génial. Merci à la neige d'être tombée. Merci à... Ouais, c'est bon quoi, c'était cool. Franchement, rejoignez-nous sur les prochains. Allez, salut.